Bonjour Marianne, Hello. merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait très plaisir de t'avoir du coup sur la chaîne. On va passer un petit moment ensemble. Alors pour les gens qui te découvrent, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un peu d'où tu viens, voilà, ton parcours. Donc, je m'appelle Marianne Dantiono. Je suis une ancienne avocate au barreau de Paris. D'où je viens? Alors, de base, je viens de région parisienne. Il y a quelques années, j'ai bougé et je vis maintenant à Bordeaux. Et actuellement, je vis quelques mois en Thaïlande. Je pense que c'est un bon résumé de la chose. Donc voilà, les premières choses. Ok, très bien. Et alors du coup aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme métier, comme activité? Alors aujourd'hui, j'ai un programme en ligne et j'accompagne les débutants en immobilier locatif à payer le moins d'impôts possible en gardant du coup le plus d'argent dans leur poche. Donc l'idée, c'est de les former à la fiscalité, de leur apprendre tout ce qu'ils doivent savoir pour payer le moins d'impôts possible. Donc voilà, c'est mon métier aujourd'hui. Ok, bon, très bien. Bon, de toute façon, on va faire un focus après dans l'interview par rapport à ça. On a hâte que tu nous en parles. Mais je pense que les gens aimeraient savoir, c'est avant tout ça, qu'est-ce que tu faisais? Voilà, comment t'en es venu à faire cette activité? Alors, l'histoire, elle est un peu longue, donc je vais te la faire en courte. Donc, avant d'avoir cette activité, comme je disais, j'étais avocate au barreau de Paris. J'exerçais la spécialité du droit des successions. Donc, dès qu'il y avait un litige entre des héritiers, clairement, ils venaient me voir pour qu'on essaie de résoudre le litige. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement immobilier il y a donc un paquet d'années. J'ai commencé à me former et à l'époque, les formations de l'époque n'avaient pas vraiment de partie fiscale ou alors elles étaient vraiment, vraiment petites. Sauf que moi, je voyais bien mon entourage qui possédait déjà des biens immobiliers, c'était des personnes qui payaient quand même beaucoup d'impôts. Donc, je me doutais que la partie des impôts était quand même forcément hyper liée à son investissement locatif. Donc, je me suis dit que moi, j'allais commencer toute seule de mon côté à m'intéresser à la fiscalité et à me former. Du coup, j'en ai même profité, j'ai changé de cabinet d'avocat et donc je suis passée d'un cabinet où je faisais du droit des successions à un cabinet où je faisais de la fiscalité. Et quand j'ai vu en fait les centaines et milliers d'euros que mes clients du cabinet pouvaient économiser en faisant les bons choix fiscaux, je me suis dit que déjà, il fallait que je puisse appliquer ces techniques à ma propre situation le jour où j'aurais des biens immobiliers, mais aussi que j'allais en fait créer un programme en ligne pour propager en fait ces informations au plus grand nombre et aider ceux qui pour moi en ont le plus besoin, qui sont les débutants en immobilier locatif. Donc voilà comment j'en suis arrivée jusque-là. D'accord, très bien. Et alors, donc en fait, ce qui t'a donné envie de créer ce programme en ligne, c'est en gros euh, ce que tu as vu de ton métier d'avocate en termes de résultats et en termes Ouais, d'aide que tu pouvais apporter. exactement, c'est ça. C'est en fait, je me suis dit que au lieu que ce soit que les personnes qui avaient de l'argent pour pouvoir prendre un avocat et avoir en fait ses conseils et ses informations, j'allais en fait propager le truc au plus grand nombre parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de prendre un avocat, encore plus un avocat fiscaliste qui coûte quand même plutôt cher à l'heure. Donc, c'est pour ça que j'ai packagé mon expertise et je l'ai mis dans un programme en ligne pour que ce soit aussi un tarif qui soit plus abordable pour les gens qui avaient envie et besoin de s'intéresser à la fiscalité. Donc, voilà. D'accord. Et du coup, alors aujourd'hui, tu es toujours avocate en parallèle ou tu as vraiment que l'activité Alors en fait, je suis avocate en sommeil, ils appellent ça comme ça. Donc j'ai demandé en fait de ne plus être inscrite sur la liste des avocats en activité. Donc je suis en sommeil. Donc si demain je veux retourner avocat, je veux de nouveau exercer la profession, c'est totalement possible. Mais pour l'instant, c'est pas prévu au programme. Même si j'adorais mon job, c'est pas prévu au programme. D'accord. Et alors, donc aujourd'hui, on peut dire, enfin, tu étais entrepreneuse, tu entreprends, du coup, tu as entrepris Ouais. de créer une activité. Avec le recul que tu as, est-ce que tu as des conseils, toi, à donner aux gens qui entreprennent ou aux gens qui veulent se lancer mais qui n'osent pas? Est-ce que tu as des petits tips à donner? Bon, il y a les conseils que tout le monde donne et qui sont vraiment importants, du style reste déterminé, il faut toujours y croire, patati patata, tout ça, je suis totalement d'accord. Mais il y a une chose dont moi je me suis rendu compte en fait quand j'ai créé cette entreprise-là, et donc du coup mon conseil c'est plutôt sur l'entrepreneuriat en ligne, c'est
oui, il faut que tu sois très bon dans ce que tu offres, il faut que ton produit soit très bon, mais au-delà de ça, il faut que tu aies quand même des connaissances en marketing, des connaissances en communication, parce que tu as beau avoir un super produit, si tu veux le vendre sur Internet, il faut savoir communiquer dessus. Et ça, c'est un vrai métier. Et je pense que moi, quand je me suis lancée, je n'avais pas conscience du tout de l'importance en fait de savoir communiquer, de savoir vendre ton produit, de savoir expliquer les avantages de ton produit, etc., etc. Donc, je pense que mon conseil aujourd'hui, ce serait forme-toi à la communication et au marketing. Voilà, en plus de ton domaine d'expertise de base. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi pour ce concept, parce que c'est vrai que il y a des fois des gens qui vendent très très bien, mais le produit n'est pas forcément à la hauteur de la vente. Et à l'inverse, des gens qui sont très très calés, mais qui malheureusement, bah, comme ils sont tellement calés qu'ils ils se sont pas formés du coup à la com, etc. Et c'est dommage. Donc ouais, je suis d'accord avec toi que la com et le marketing, surtout en ligne, hein, c'est effectivement un super conseil. Et C'était le... alors, ah pardon, je t'ai coupé. Non, 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 t'inquiète pas. Et du coup, alors, donc toi qui as eu l'expérience de salarié et aujourd'hui qui est entrepreneuse, Ouais. enfin, est-ce que tu préfères être entrepreneuse? Est-ce que tu préfères être salarié? Voilà. Est-ce que tu as une vision sur ça un peu avec le recul maintenant? Ah bah faut pas se mentir, moi c'est l'entrepreneuriat, mais je le savais depuis toujours. C'est-à-dire que moi j'avais toujours eu dans ma tête dès 18-20 ans que j'aurais une entreprise en ligne, avant même que ça explose comme ça a explosé ces dernières années. Je savais que je serais mon propre patron, que je pourrais gérer mes horaires. J'avais une idée très précise en fait du style de vie que j'avais envie d'avoir. Et le salariat ou le métier d'avocat, en fait, ne me permettait pas d'avoir ce style de vie. Donc, je savais que j'aurais un travail comme j'ai aujourd'hui qui me permet, dans l'ensemble, de ne pas avoir beaucoup d'heures de travail par jour et qui me permet d'être totalement libre de mon temps. Et pour moi, la plus grande richesse qu'on a, c'est d'être libre de son temps. Donc, bien évidemment que je préfère 100 fois être entrepreneur. Après, j'adorais quand même mon job d'avocat. C'est juste qui me correspondait pas à ce que j'avais envie d'avoir moi. Donc, mais après, pour moi, il n'y a pas de meilleur choix. Il y a des gens qui vont s'épanouir totalement dans le salariat et c'est OK. Et puis, il y en a d'autres qui ont besoin d'autres choses et c'est OK aussi. Très bien, très bien. Bon, bah, en tout cas, merci déjà pour sa présentation, puis on en sait un peu plus sur toi. On va passer maintenant à une partie un peu plus technique, entre guillemets. Je vais profiter de ton expertise parce que bah, tu connais beaucoup de choses et je le vois sur les réseaux que tu partages pas mal de tips. Alors, la première question que je voulais te poser, c'est quelle est la première chose à connaître quand on débute en fiscalité? OK. La première chose à connaître, souvent, c'est clairement pas celle à laquelle on pense. On se dit tout de suite, bon, bah, la fiscalité, je vais faire tel type de location ou tel type d'opération immobilière, je vais m'intéresser à la fiscalité de cette chose-là. Alors que la première chose qu'il faut maîtriser et connaître, ce sont les calculs de l'impôt sur le revenu. C'est quelque chose que je répète énormément sur mes réseaux, mais il faut comprendre que les calculs de l'impôt sur le revenu, c'est vraiment le socle de base de tous les calculs qui vont venir ensuite, ou quasiment tous les calculs qui vont venir ensuite en fiscalité. C'est vraiment le socle et on va venir rajouter par-dessus en fait des compléments de calcul, si je peux appeler ça comme ça. Donc, c'est impossible de savoir faire les bons choix fiscaux pour nous, de savoir payer le moins d'impôts possible si de base on n'a pas la première ligne entre guillemets du calcul. Donc moi c'est vraiment mon premier conseil. On commence par s'intéresser à l'impôt sur le revenu, à savoir comment il se calcule, comment fonctionne le barème d'imposition, parce que tout le monde pense savoir exactement comment le barème d'imposition avec les 5 tranches il fonctionne, sauf que je me rends compte que 95% du temps les gens se trompent sur son fonctionnement. Donc vraiment apprendre à calculer cet impôt sur le revenu tout seul, hein, pas avec des simulateurs, etc. Vraiment tout seul à la main de son côté. Et ensuite, on s'attaquera à des choses un petit peu plus complexes sur les locations, sur les achats-reventes, etc., etc. Donc voilà, première chose, on maîtrise sur le bout des doigts l'impôt sur le revenu. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que tu vois, pour parler de moi, je fais un parallèle, c'est que tu vois, moi, c'est pareil, je croyais connaître l'imposition sur le revenu.
Et Ouais. finalement, je l'ai appris que quand je me suis formé à l'immobilier. Donc, tu vois, je l'ai appris des années après avoir été salarié. Donc, comme quoi, effectivement, tu as raison, c'est quelque chose qu'on croit maîtriser, mais en fait, qu'on ne sait pas trop. Donc, Mais en fait, le problème, c'est que souvent, quand tu es salarié, vu que en fait, l'administration fiscale, elle a déjà pré-rempli avec l'aide de ton entreprise, en fait, les revenus que tu gagnais grâce à l'entreprise, bah, tu n'as pas forcément en fait, tendance à essayer de calculer par toi-même parce que tu sais que en fait, l'État va le faire pour toi. Le truc, c'est que si tu veux payer le moins d'impôts possible avec des biens, avec tes biens locatifs, bah, le problème, c'est qu'il faut que toi-même, tu saches calculer l'impôt sur le revenu et que tu ne laisses pas en fait, bah, le boulot à l'administration fiscale. Donc voilà. très bien, très bien. Et alors, du coup, tu as fait la transition, tu as parlé d'immobilier locatif. Donc, on a parlé de l'impôt sur le revenu, effectivement. La deuxième question que je voulais te poser, c'est comment faire pour ne pas payer ou payer peu d'impôts sur son immobilier locatif? Ok. Je pense que la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas unique. Il n'y a pas une recette magique universelle qui va fonctionner pour tout le monde. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en face de chaque option immobilière, je vais m'expliquer, il y a des stratégies fiscales. Ce que j'entends par là, c'est que si tu décides de faire de la location nue, en face, tu auras plusieurs stratégies fiscales pour baisser tes impôts, voire ne pas en payer. Si tu décides de faire de la location meublée, c'est pareil. En face, tu as plusieurs choix fiscaux qui vont s'offrir à toi et il faudra que tu choisisses celui qui est le plus rentable pour toi. Si tu fais de l'achat-revente, ça va être pareil. Tu auras des techniques fiscales en face. Si tu crées une SCI, tu auras des techniques fiscales en face. Donc, il faut comprendre que c'est vraiment en fonction de chaque option immobilière, tu as des techniques qui vont s'offrir à toi et que la meilleure technique, c'est celle qui est adaptée à ta situation personnelle. Et c'est quelque chose pareil que je répète énormément sur mes réseaux. Quand je dis qu'il n'y a pas de recette magique, c'est qu'il y a des choses qui vont très bien fonctionner pour toi, mais qui ne vont pas forcément fonctionner pour le voisin. Donc, il faut vraiment choisir quelque chose qui est adapté, encore une fois, à notre situation personnelle, pour te donner quelques idées de techniques fiscales qui te permettent de ne pas payer d'impôts. Par exemple, avec la location nue, on a la technique qui est la plus connue, qui est de faire des travaux. Alors, ce n'est pas forcément des travaux de folie où on refait tout du sol au plafond, mais si tu achètes un bien et que tu le mets en location nue, l'idée pour essayer de payer le moins d'impôts possible, il y a plusieurs autres techniques, mais une des techniques principales, encore une fois, c'est de faire des travaux. Si tu fais par exemple de la location meublée, tu as une des techniques qui est possible, qui est l'amortissement. L'amortissement, pareil, ça va te permettre de ne pas payer d'impôts ou d'en payer le moins possible pendant plusieurs années sur ton bien loué meublé. Si tu fais par exemple de l'achat-revente, au moment de la revente, tu vas peut-être payer ce qu'on appelle la taxe sur la plus-value et il existe plusieurs types d'exonération, donc des cas où en fait tu n'as pas besoin de payer la taxe. Le problème, c'est qu'il faut les connaître parce qu'ils ne sont pas toujours automatiques et tu dois demander en fait tu dois demander à ce qu'ils soient appliqués. Donc voilà, donc il y a plusieurs techniques comme ça et comme je t'ai dit, on choisit toujours celle qui est adaptée à notre profil. Donc voilà. Et ah non, j'ai une petite chose à rajouter. Au-delà de choisir sa technique pour payer le moins d'impôts possible, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne se choisit pas en 2 secondes. Si les auditeurs ils ont bien suivi ce que j'ai dit, on ne choisit pas une technique fiscale pour réduire ses impôts en 10 secondes, comme ça, un peu au pif. Il faut vraiment la simuler sur le papier, voir les chiffres que ça va nous donner, combien on va payer d'impôts, combien on va en garder dans notre poche. Et c'est comme ça qu'on choisit la meilleure technique. Et puis c'est surtout, il faut savoir qu'une stratégie fiscale, c'est pas juste cocher une case et c'est tout et c'est fini. Il y a des techniques et des moyens fiscaux pour baisser tes impôts où tu n'auras pas grand-chose à faire. C'est ceux qui ont le moins de résultats. Par contre, si tu veux avoir des techniques où vraiment tu neutralises tes impôts, tu vas avoir du boulot, tu vas avoir plein de critères à remplir et ces critères, ils se remplissent avec le temps. Donc c'est quelque chose voilà, qu'il va falloir suivre méthodologiquement. Il va falloir appliquer à la lettre ce que dit la loi pour réussir à payer le moins d'impôts possible, voire ne pas en payer du tout. Et du coup, on entend aussi beaucoup sur les réseaux, on parle beaucoup de SCI. C'est un mot, ça a l'air d'être le mot magique, tu vois. Ouais. Et du coup, alors, est-ce qu'il faut créer une SCI et comment faire? Alors, la SCI, effectivement, comme la location meublée,
C'est un peu l'objet brillant qui est très à la mode en ce moment. Il y a des raisons, hein, mais c'est vrai que tout le monde, enfin, j'entends beaucoup de personnes qui ne sont pas encore propriétaires ou qui ont un bien et qui me demandent déjà est-ce que je dois créer une SCI? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la SCI, ça ne se crée pas forcément tout de suite au tout début en fait, du développement de notre patrimoine. Généralement, et je dis bien généralement parce qu'il y a toujours des exceptions, on crée une SCI une fois qu'on a déjà quelques biens immobiliers, on crée une SCI pour transmettre plus facilement son patrimoine, on crée une SCI parce qu'on veut investir à plusieurs et qu'on veut avoir un cadre juridique, on crée une SCI quand on a une imposition à l'impôt sur le revenu qui est très forte et qu'on voudrait essayer de la réduire un peu, donc on va essayer de passer par le biais d'une SCI. Donc voilà, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut créer une SCI, mais ce n'est pas adapté à tous les profils, encore une fois. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'une SCI, pour la créer, il faut être deux, sauf montage particulier, mais qui n'est pas possible pour tout le monde. Donc déjà, toutes les personnes qui veulent investir seules en SCI, bah, ça ne va pas être possible. Et puis, la SCI, c'est quand même une société. Donc, qui dit société dit rédaction de statuts. Donc, les statuts, ce sont des tags, enfin, c'est le cadre juridique en fait de la société qui va dicter comment doivent être prises les décisions, comment en fait va s'organiser cette société. Et les statuts, bah, soit tu peux les écrire tout seul, sauf que quand tu n'es pas dans la partie, il vaut mieux quand même confier ça à un professionnel. Souvent, on le confie à un avocat. Mais qui dit confier ça à un avocat dit que forcément ça coûte de l'argent. Va falloir aussi nommer un gérant. Il va falloir faire de la publicité sur les annonces légales pour montrer en fait que tu as créé cette société. Il y a quand même tout un process administratif qui est quand même bien plus lourd que d'acheter en nom propre, donc d'acheter directement sans passer par le biais d'une société. Donc, à mon sens, il faut vraiment réfléchir avant de la créer. Et puis, il faut savoir qu'en principe, si tu crées une société, tu ne seras plus à l'impôt sur le revenu, tu seras à l'impôt sur les sociétés. C'est encore un autre mécanisme. Et à mon sens, pour pouvoir être à l'aise dans l'impôt sur les sociétés, il faut quand même avoir été à l'aise sur l'impôt sur le revenu et sur l'achat en nom propre avant tout, en fait, parce que c'est encore un next level de complexité, on va dire. Donc, est-ce qu'il faut créer une SCI? Bah, ça dépend de ta situation, mais 90% du temps, non, il ne faut pas la créer tout de suite, il faut attendre un petit peu. Et puis, ça se trouve, la SCI, ce n'est pas la société qu'il te faut, parce qu'en parallèle, on a aussi notamment la SAS et la SARL. Et en fait, voilà, on a d'autres choix possibles. Et encore une fois, il faut choisir la société qui est adaptée à notre situation personnelle et à nos objectifs. Ok, donc merci pour ta réponse claire du coup par rapport à la SCI. Une autre question que je voulais te poser, c'est que en fait, on entend beaucoup parler sur les réseaux comment acheter un bien immobilier. Donc ça, c'est super, on sait comment acheter, comment l'exploiter. Par contre, on ne sait pas en fait à quel moment on doit le revendre et surtout combien de temps on doit le garder. Est-ce que toi, tu as un avis sur la question? Oui, bien sûr que j'ai un avis sur la question. En fait, ça va dépendre de ton objectif. En fait, il y a généralement deux teams. Il y a une team qui va avoir l'objectif de développer un patrimoine immobilier, peu importe les impôts qu'ils vont payer dessus. Je m'explique. Quand tu vas acheter des biens immobiliers, au début, tu vas pouvoir mettre des techniques fiscales en place pour baisser tes impôts, voire les neutraliser. Sauf que ces techniques, elles vont fonctionner qu'un temps. Et si toi, ton objectif, c'est de développer ton patrimoine, acheter des biens, et peu importe si tu payes beaucoup d'impôts ou pas, il faut que tu te dises qu'au bout d'un paquet d'années, généralement au bout de 8-10 ans, tu vas recommencer à payer des impôts, peut-être encore pendant une petite dizaine d'années, pour ensuite peut-être remettre en place quelques techniques fiscales. Mais il faut te dire que si tu veux garder ton bien 25, 30 ans, 40 ans, il y a un moment donné où tu vas repayer des impôts. Donc, il faut être OK avec ça. Mais il y a des gens, ils s'en fichent parce qu'ils se disent, moi, mon objectif, c'est que dans 25 ans, il soit totalement remboursé, que je me dégage une vraie grosse rente et peu importe si je paye beaucoup d'impôts. Donc, dans ces cas-là, bah, si tu veux garder tes biens toute ta vie, il n'y a pas de souci. Et de l'autre côté, tu as la team des investisseurs qui, eux, vont vouloir avoir que des biens rentables, généralement. Donc, ils veulent avoir des biens qui s'autofinancent et qui même leur rapportent de l'argent. Donc, l'objectif, c'est de ne pas devoir payer un paquet d'impôts chaque année sur leurs biens immobiliers. Donc, généralement, ce profil-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils achètent des biens. Comme j'ai dit, ils mettent en place des techniques fiscales
payer le moins d'impôts possible sur leurs biens immobiliers. Et quand ces techniques fiscales s'essoufflent, et ben, généralement, ils revendent leurs biens pour en acheter d'autres, souvent un peu plus gros. Et donc, généralement, ils revendent leurs biens. Il n'y a pas de règle fixe, ça dépend toujours de la situation personnelle, mais entre 8 et 10 ans, en fait. Donc, bah, ça dépend de toi. Est-ce que tu vas avoir que des biens hyper rentables qui s'autofinancent et payer peu d'impôts dessus ad vitam aeternam ou pas? Voilà, ça dépend de l'objectif. D'accord, très bien. Et alors, pour un peu synthétiser tout ce que tu viens de dire, est-ce que tu aurais un super conseil à nous donner? C'est quoi ton meilleur conseil pour ne pas payer d'impôts? Est-ce que tu en as un? Alors là, j'en ai déjà deux qui me viennent. Le premier, c'est on ne copie pas la stratégie des autres, les moyens utilisés par les autres pour baisser ses impôts. Pourquoi? Parce que vu qu'on a tous des situations différentes, il y en a qui sont mariés, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui gagnent plus que d'autres. En fait, on est vraiment tous avec nos propres situations et donc les techniques qui vont être utilisées par le voisin vont pas forcément avoir les meilleurs résultats sur nous et vice-versa. Donc, on copie pas de manière un peu bête parce qu'on ne sait pas quoi faire la stratégie des autres et on se pose vraiment la question de qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour nous. Deuxième conseil, c'est comment on fait pour choisir en fait les bonnes stratégies fiscales, les bons moyens pour payer le moins d'impôts possible. Et ben en fait, c'est la comparaison. C'est-à-dire qu'en fait, la fiscalité, c'est toujours une question de choix entre une et plusieurs choses. Et comment on fait le bon choix? Eh bien, il faut comparer. Et comparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire simuler en fait, simuler les impôts que tu vas payer et l'argent que tu vas garder dans ta poche avec chaque stratégie, en fait. Et ensuite, tu choisis celle qui te correspond le plus, celle, par exemple, sur laquelle tu vas peut-être passer le moins de temps sur la fiscalité si tu n'as pas envie d'y passer des heures et des heures par année, ou celle qui va te rapporter le plus, donc avec laquelle tu vas payer le moins d'impôts et que tu vas garder le plus d'argent dans ta poche. Donc voilà, je pense que c'est mes deux conseils, c'est ne pas copier la stratégie des autres et en fait comparer. C'est vraiment la fiscalité pour faire les meilleurs choix fiscaux pour nous, c'est vraiment poser les chiffres sur le papier et prendre celui qui est le plus rentable pour nous. Donc voilà. Ok, Marianne, donc merci du coup pour toutes ces infos que tu viens de nous donner et toutes les réponses à mes questions. Alors en gros, bon, ce que tu as dit, c'est que bon, ça a l'air assez quand même compliqué en étant simple peut-être pour toi. Mais en gros, si j'ai bien compris, voilà, ça dépend beaucoup de la personne, de ses objectifs, etc. Toi aujourd'hui, donc on a vu au début que tu aides les gens aujourd'hui, aides les débutants à comprendre la fiscalité, à faire les bons choix. Donc justement, est-ce que tu peux nous parler de ton programme et du coup comment tu peux nous aider à savoir quel bon choix il faut faire. Ok. Donc moi, j'ai un programme en ligne qui s'appelle la Fiscal Immo Academy, qui, comme je disais au début, va aider les débutants en immobilier locatif à payer le moins d'impôts possible, donc pour garder le plus d'argent dans leur poche. Et c'est vraiment un programme qui est adapté tant aux personnes qui ne sont pas encore propriétaires, mais qui veulent se lancer, qu'aux personnes qui ont déjà acheté des biens immobiliers, un ou plusieurs, mais qui pataugent totalement dans la fiscalité. C'est un programme qui a été fait vraiment pour partir de la base, comme je disais, la base de la base, c'est l'impôt sur le revenu, vraiment de la base de la fiscalité à des choses beaucoup plus complexes pour que ça puisse en fait correspondre à chacun et que surtout vous ayez une méthodologie pas à pas à appliquer pour que la fiscalité ce soit simple. Donc c'est un programme dans lequel on va avoir donc les grands thèmes de l'impôt sur le revenu, la fiscalité des locations nues, la fiscalité de location meublée, donc ça englobe la colocation, la courte durée, la longue durée, etc. On va voir tout ce qui est taxe sur la plus-value quand on décide de revendre un bien. On va voir l'impôt sur la fortune immobilière quand notre patrimoine commence vraiment à grossir. On va avoir tout ce qui est aussi fiscalité sur les sociétés, donc comme j'en ai parlé tout à l'heure, la SCI, la SAS, la SARL. On a encore plein d'autres choses qu'on voit dans le programme. Je ne vais pas tout mentionner ici, mais voilà, l'objectif du programme, c'est vraiment que les débutants puissent se familiariser avec la fiscalité, qu'ils puissent faire les meilleurs choix fiscaux pour eux. L'objectif, vraiment, c'est qu'ils arrivent à avoir en fait une vision claire sur les techniques fiscales qui existent aujourd'hui pour payer le moins d'impôts possible, voire ne pas en payer du tout, et qu'ils sachent choisir la bonne technique en fonction de leur situation personnelle. C'est un programme qu'ils font en totale autonomie et ils ont le temps qu'ils veulent pour le faire. Ce n'est pas un programme qui est limité dans le temps. Une fois qu'on rejoint le programme, on l'a pour la vie.
Et donc, comme je disais, mes clients le font en totale autonomie, mais il y a quand même un support de ma part pendant 12 mois où c'est un accompagnement personnalisé, où mes clients peuvent me poser toutes les questions qu'ils ont sur la fiscalité, s'ils ont besoin que je leur valide leurs calculs, s'ils ont besoin que je leur valide leur stratégie, juste pour qu'ils se sentent plus rassurés, c'est totalement possible. Donc, ils ont un accès illimité à ma boîte mail pendant 12 mois, plus des appels en visio où voilà, on discute de leur stratégie, de leur situation personnelle. Je les aiguille et je les rassure. Donc voilà comment s'articule le programme. Ok, très bien. Mais écoute, ça a l'air top. Et du coup, alors comment on fait si on veut se former avec toi comment on te contacte? Alors, j'ai mon site internet déjà, mariannedantiono.com, où justement il y a la page descriptive du programme pour que vraiment, j'ai fait une page descriptive assez détaillée pour que chaque personne réussissent à savoir exactement ce qui est enseigné dans le programme. Donc, soit on peut me retrouver sur mon site internet, soit on peut me retrouver sur mes réseaux, notamment Instagram. C'est là où je suis la plus présente parce que c'est là aussi où les gens ont le plus accroché avec la fiscalité. Donc, mon nom sur Instagram, c'est juste marianne.dantiono. Plutôt facile. Voilà. J'ai aussi LinkedIn, YouTube, un petit peu TikTok, mais voilà, vraiment légèrement. De toute façon, voilà, il suffit de taper mon nom et mon prénom, donc Marianne Dantiono, et généralement, on arrive facilement à me trouver. Faut pas hésiter à venir discuter avec moi en message privé. Je ne mords pas. Et voilà, ça permet voilà, d'échanger un petit peu, de connecter un petit peu et de voir en fait si le programme il est fait pour vous ou pas. Et voilà. Eh ben, écoute, très très bien. Mais en tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent, bah, je vous invite à aller consulter les réseaux de Marianne et effectivement d'aller lui parler, hein, parce que vous voyez, c'est une humaine comme nous, et à lui poser bah, vos questions sur la fiscalité, sur le programme, et je pense elle se fera un plaisir de vous accompagner. Et ben écoute, Marianne, je te remercie beaucoup pour ton temps. Bah, merci à Merci pour toi. tous les conseils que tu nous as donnés. Et puis bah, pour les autres, bah, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Salut!